Bonjour à tous, c'est Julien pour Training et Analyse et dans cette vidéo on va parler système bancaire, création monétaire, plein de choses plus ou moins fondamentales. Alors je vous conseille de prendre un bon café ou un bon thé ou ce que vous voulez et de vous asseoir confortablement parce que je suis quand même allé assez au fond des choses. Donc il y en a pour un bon moment, mais je pense que ça va être très très intéressant et que ça devrait éclairer pas mal de gens sur les mécanismes de la crise actuelle et tout ça. Alors le sommaire. On va voir un petit peu. Donc, quels sont les acteurs déjà qui participent à la fois la création monétaire et à la régulation du système monétaire et du système économique. Comment le système fonctionne exactement, les outils qui sont à disposition normalement des banques centrales pour réguler tout ça et comment les banques commerciales arrivent plus ou moins à contourner les limites qui leur sont imposées au départ, en tout cas on réussit jusque là, et les conséquences que ça peut avoir sur l'économie réelle. Donc la crise actuelle notamment. Donc alors, une petite présentation des grands acteurs. Alors, au niveau, on va dire, du circuit, entre guillemets, primaire, c'est-à-dire là où les choses se passent, vous avez la BCE, la Fed, donc les banques centrales. Il y a une banque centrale par monnaie, au minimum. Voilà. Donc, vous avez aussi la Banque d'Angleterre, Japon, Chine, voilà. Mais moi, je vais parler principalement de la BCE et de la Fed. Ok. BCE Europe, Banque Centrale Européenne, Fed, Banque Centrale Américaine. Donc les États et les banques commerciales. Ok. Banques commerciales, on verra leur rôle exactement, mais qui sont censés faire le relais vers les clients, on va dire, du système, qui sont les entreprises non financières et les ménages principalement. Et je peux rajouter ici à nouveau les États qui, en fait, selon les États, sont soit là, soit là. Ça dépend un petit peu, on va voir que leur statut est parfois un peu ambigu, mais qui ont tendance à être de plus en plus là, plutôt que là. Voilà, alors, la Banque centrale, c'est prérogative. Déjà, elle garde les réserves, celle qui est la garante du système, elle garde les réserves sur les dépôts des banques commerciales, et ces réserves serviront, on va le voir après, à limiter normalement la quantité de crédit qu'une banque commerciale peut envoyer dans le système. Donc normalement les comptes de réserve c'est la limite et la garante du système, on va dire. La banque centrale émet aussi ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Alors pour info, vous avez deux types de monnaie. Donc fiduciaire, c'est les billets de banque et les pièces de monnaie. Je vais mettre billets. Voilà. Qui représente une petite part de la monnaie en circulation, et la monnaie scripturale, qui est la monnaie écrite, qui est la monnaie, on pourrait dire, qui est dans les bilans. Voilà. Ok. Donc celle-là représentant 85 au moins 90% du total. Voilà. Donc la Banque centrale a normalement à disposition des outils et même des opérations qui lui permettent de réguler la masse monétaire en circulation. On verra ça en détail après. Et donc elle est censée contrôler cette masse monétaire, au moins en théorie. On verra qu'en pratique c'est pas si vrai que ça. Alors, chose très très importante à savoir à propos des banques centrales, elles ne sont pas publiques contrairement à ce qu'on croit, et elles ne sont pas élues. Vous n'avez jamais voté pour élire un banquier central. C'est très 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 important de comprendre ça. La Fed n'est pas égale au Trésor US, bien qu'ils aient des relations très très étroites. La BCE est indépendante dans ses statuts. Et ce ne sont pas des organismes publics. J'insiste bien là-dessus. C'est très très important de comprendre ça dès le début. La Fed étant carrément une entreprise privée, en quelque sorte. Dans ces statuts en tout cas, il y a des actionnaires, etc. D'ailleurs, on les connaît pas tous, ça laisse lieu à beaucoup de questionnements, mais voilà, il faut bien comprendre avant toute chose qu'elle n'est pas publique. Ok, voilà, donc compte tenu de l'importance du contrôle de la monnaie, c'est vrai qu'il y a une espèce de perte de contrôle qui peut sembler dangereuse. On verra par la suite comment ça se passe. Alors ensuite, deuxième grand acteur, les banques commerciales. Donc on retrouve toutes les banques qu'on connaît, des plus grandes en France, voilà, Bank of America, enfin tout le monde, là je cite quelques grands noms, mais c'est toutes les banques commerciales. Donc elles maintiennent des comptes de réserve fractionnaires auprès de la Banque centrale, c'est les comptes dont je vous parlais avant, qui sont censés être les garanties du système et les, on va dire les garde-fous. Elles peuvent créer de la monnaie scripturale, c'est-à-dire des dettes, on en viendra après, dans certaines limites. Autrement dit, c'est les banques commerciales qui créent la monnaie
à destination, la monnaie scripturale à destination du système économique. Ok, ça on aura l'occasion de revenir en détail, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre bien. La création monétaire se fait normalement au niveau des banques commerciales sous contrôle de la banque centrale. En théorie, la banque centrale contrôle. On verra que bon, le contrôle est très très large, et donc les fameuses limites en fait sont très très larges et très modulables. Ok, les banques ont obtenu de plus en plus de droits, donc c'est toutes les libéralisations bancaires, toutes les déréglementations, ont obtenu de plus en plus de droits et de largesse et de moyens, pas au moins de contourner, en tout cas de moduler ces limites. On va dire ça comme ça. Alors, elles choisissent aussi évidemment l'orientation de la création monétaire aussi, ça c'est important à comprendre. Elles choisissent l'orientation de la création monétaire par les critères d'attribution de prêt, c'est-à-dire que quand une banque crée de la monnaie en faisant un prêt, elle choisit quel projet va avoir le prêt et quel projet ne l'aura pas. Donc elles ont quand même un pouvoir très très important d'orientation de l'économie. On s'en rend pas compte comme ça, mais elles ont un pouvoir très 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 important d'orientation de l'économie, et elles vont généralement avoir tendance à privilégier les projets les plus rentables en termes comptables, et comptables uniquement. Ce qui peut donner lieu parfois à des choses... parce qu'un projet peut être bon, que ce soit socialement ou pour plein d'autres raisons, et pas forcément le meilleur au plan comptable, il sera donc pas forcément choisi en priorité par les banques. Voilà. Elles touchent des intérêts, alors ça c'est très important aussi, donc les banques commerciales, elles touchent des intérêts sur la création monétaire. On verra que ces intérêts créent une pression constante sur le système économique secondaire, donc les entreprises et les ménages. On en parlera dans la partie sur les conséquences sur l'économie réelle de ce système. Alors déjà, dans cette phrase, il faut faire très attention, je ne l'ai pas écrite par hasard. Les banques commerciales touchent des intérêts, ok, sur la création monétaire. J'ai pas dit qu'elles touchaient des intérêts sur un prêt monétaire. On reviendra. Sur le fait, on reviendra en détail même sur le fait que les banques, quand elles accordent un prêt, ne prêtent pas de l'argent qu'elles ont, mais créent, au moyen d'un jeu d'écriture comptable, créent cette monnaie qu'elles injectent dans le système économique. Ok. Alors les États là-dedans. Jusque la décennie 70, ils avaient un pouvoir particulier, ils avaient un guichet auprès de leur banque centrale qui leur permettait en fait d'emprunter directement à leur banque centrale et de faire directement de la création monétaire exactement comme une banque secondaire en quelque sorte. Sauf que ils envoyaient directement la monnaie dans le système sans avoir besoin de payer de taux d'intérêt. Ce système de fonctionnement a été aboli au début des années 70. En France, c'est une loi qui s'appelle 73, c'est une loi qui s'appelle la loi Pompidou-Rothschild, et qui donc maintenant fait que, et c'est pareil dans toute l'Europe en tout cas, qui fait que les États empruntent donc comme n'importe quel acteur économique, comme un ménage ou une entreprise. Seulement la crédibilité des États, en tout cas jusqu'à la crise actuelle, était telle que les conditions d'emprunt étaient bien meilleures évidemment que celles d'un ménage ou d'une entreprise, et en plus leurs créances étaient réputées tellement sûres qu'en fait elles servaient aussi à réguler la masse monétaire, et elles servaient aussi comme monnaie d'échange entre les banques. On verra ça après. C'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Il y a des États qui ont été dégradés, et on regarde la dette des États de façon très très suspecte. Donc voilà. Important de comprendre. Alors ça c'est le schéma général. Celui-là il va être là plusieurs fois. Faut vraiment bien le comprendre parce que c'est tout s'articule autour de ça. Donc ici vous avez la banque centrale. Ok. Donc non public, je le rappelle, qui contrôle, qui fait une politique de contrôle monétaire. Ok. Elle est la garante du système et donc elle a les comptes de réserve de toutes les banques commerciales. Donc ici vous ayez, je sais pas, hein, BNP, Société Générale, voilà, Deutsche Bank, etc., etc. Donc la BCE a des comptes de réserve, donc chaque banque commerciale a un compte qui est ouvert à la BCE et dans laquelle elle maintient une certaine réserve qui est censée garantir les limites de fonctionnement du système et l'intégrité du système. Ok. Donc ces mêmes banques commerciales reçoivent des liquidités de ce qu'on appelle monnaie centrale de la BCE, donc c'est ce canal-là. Et cette monnaie centrale, sous certaines limites, leur permet de réinjecter cet argent, soit dans les ménages, soit dans les entreprises. J'ai pas mis des flèches partout, mais bon, une banque comme la BNP prête à tout le monde, hein, pas seulement aux ménages. Et donc, hop, y compris les États. Voilà. Ok.
C'est important de comprendre ce système. Donc normalement, la Banque centrale est censée contrôler, en contrôlant le compte de réserve de la banque, est censée contrôler l'intégrité du système. Ok ? C'est important de comprendre comment les choses sont organisées. Donc en fait, tout acteur économique, même les États, en tout cas en Europe, qui doit qui a besoin d'argent frais, entre guillemets, doit impérativement passer par une banque commerciale. Ok, l'activité de la banque commerciale étant censée être régulée par la BCE. En tout cas, la BCE est censée réguler l'activité des banques commerciales dans leur ensemble, au moyen d'un contrôle de sa liquidité. On verra comment elle fait exactement. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Faut bien comprendre ce système. Voilà. Là, j'ai pas mis les échanges. Il est évident qu'il y a des échanges entre chacun de ces acteurs économiques. Voilà, et les États vers les entreprises. Ok. Mais la première chose à bien comprendre, c'est que ces échanges font intervenir une monnaie qui a forcément été créée avant, ok, auprès d'une banque commerciale. C'est très très important de comprendre ça. Il ne peut pas y avoir d'échange entre les membres du circuit, on va dire secondaire, avant qu'une banque commerciale ait créé l'argent qu'ils vont pouvoir s'échanger derrière. Ok, chose très très importante. Alors, voilà, là, la base du problème, la création monétaire réelle se fait par le crédit, enfin du problème, la base du système. Alors, les banques commerciales doivent garder en réserve, donc sur les comptes de réserve à la banque centrale, ok, une fraction des dépôts de monnaie dans leur compte. Ok. Ces réserves sont donc placées à la banque centrale, le reste pouvant servir à la création monétaire. Le montant qu'on leur demande de garder en réserve est faible, inférieur à 10%, ce qu'on appelle le système des réserves fractionnaires. Après, il y a un schéma où je vous explique tout ça qui permettra de mieux comprendre. Ok, système des réserves fractionnaires. Le montant qu'elles doivent garder en réserve est fixé par les régulations bancaires, et en théorie, ce système permettrait de contrôler la masse monétaire totale. Alors, autre fait important, la monnaie scripturale, donc la monnaie créée par les banques, la monnaie de bilan, est créée ex nihilo. Ça, c'est très très important à comprendre. Un prêt, quand on dit qu'une banque fait un prêt, c'est un abus de langage. Une banque ne vous prête pas d'argent. Elle n'a pas l'argent qu'elle vous prête, elle en a 10%. Si la réserve fractionnaire demandée est 10%. En Europe, c'est beaucoup moins que 10%. Donc, enfin, selon les activités, on verra que les banques centrales peuvent réguler tout ça, mais bon. Donc, même si on partait du principe que c'était 10%, quand une banque vous fait un prêt de 100 €, elle n'a besoin d'avoir en réserve que 10 €. En réserve de monnaie centrale, donc ces 10 € sont placés sur le compte de réserve. À la banque centrale. Ok. Donc sur 100 €, elle a besoin que de 10 € pour vous prêter. Les 90 € restants. Ok. C'est la création monétaire ex nihilo. C'est très très important de comprendre ça. Donc quand on dit qu'une banque vous prête de l'argent, c'est un abus de langage. Elle n'a pas l'argent qu'elle vous prête. Donc c'est pas vraiment un prêt. C'est une création monétaire moyennant un prix pour ce service de création qui est le taux d'intérêt. Très important de comprendre que l'épargne n'est pas la source principale des crédits, loin de là même. Ok, ce n'est pas l'argent des déposants ou l'argent des épargnants qui est déposé dans une banque commerciale qui sert de base à la création monétaire. L'argent de l'épargne provient d'abord de crédit en fait, et après dans le circuit économique finit sur une voie de garage qui est l'épargne. Ok, mais toute monnaie, on verra au moyen de quel système après en détail, mais toute monnaie en circulation, donc je parle de la monnaie scripturale, je parle pas des billets, hein. Tous les virements, toute la monnaie donc de bilan a d'abord été créée par une banque. C'est le seul moyen de mettre de l'argent dans le système. Ok, un État n'a pas le droit ou une entreprise n'a pas le droit de dire ah bah tiens ce matin je me rajoute 10 000 € sur mon compte. Non, il doit s'adresser à une banque s'il veut ces 10 000 €. Voilà. Alors, la création monétaire par le crédit permet donc de nourrir l'économie en monnaie donc scripturale. Cette monnaie a deux caractéristiques. Comme il s'agit de prêts, ce qu'on appelle le prêt bancaire, toute monnaie scripturale est forcément à l'origine d'un prêt bancaire. La monnaie est donc temporaire. Un prêt, ça a une échéance. Donc la monnaie créée est temporaire. C'est très très important à comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à une banque pour avoir de l'argent, c'est toujours un prêt. Donc cet
argent, même si après il repasse dans tout le circuit économique vers d'autres gens, de toute façon, vous serez obligé de rembourser votre prêt, et donc la monnaie que la banque a créée temporaire sera détruite. Ok, très très important de comprendre ça. Cette monnaie est soumise à un taux d'intérêt, l'intérêt de l'emprunt contracté pour créer la monnaie. Ok. Donc, si jamais vous empruntez 10 000 euros et que vous devez en rendre 11 000, il faudra donc que vous ayez 1 000 euros de plus. Ces 1 000 euros, là vous voyez venir peut-être déjà le problème, ces 1 000 euros ne pouvant être créés que par un autre emprunt, puisque le seul moyen de créer de la monnaie, c'est d'emprunter. On y reviendra. Alors, c'est ce qu'on appelle le système multiplicateur. Système multiplicateur qui est en théorie sous contrôle des banques centrales. C'est-à-dire que, comme une banque ne peut pas créer plus que les 10%, enfin est liée aux 10% de réserve fractionnaire, elle ne peut pas créer indéfiniment. Au bout d'un moment, quand la banque centrale injecte 1 000 euros dans le système, au bout d'un moment, les banques vont se repasser ces 1 000 euros, vont mettre des prêts, vont se repasser ces prêts et la monnaie centrale. Et au bout d'un moment, elles vont arriver au bout de la monnaie centrale disponible et normalement, elles ne pourront plus accorder de crédit. Ok, c'est ce qui fait que par exemple avec 10% de réserve fractionnaire, 1 000 euros de monnaie centrale font 10 000 euros en prêt et en investissement. Alors, ça marche comment? Ça marche comme ça. La banque centrale, donc la fameuse banque centrale BCE non publique, émet 1 000 euros de monnaie centrale, entre guillemets. On verra comment, on verra qu'elle n'est pas forcée forcément d'émettre de la monnaie, qu'elle peut aussi injecter au moyen d'opérations sur l'open market, on verra ça après. Mettons qu'elle injecte donc 1 000 euros directement dans le circuit. Donc elle met ça sur un compte de réserve d'une banque. Ok. Il y a 1 000 euros sur le compte de réserve. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en passe 900 en excès de réserve et elle en garde 100. Ok. Donc elle a le droit de prêter ces 900 là. Ok. Elle est bien à 10% de ses dépôts en réserve. Donc elle tient. Elle prête ses 900. Prête 900 dans l'économie réelle. La personne qui a emprunté redépose forcément à un moment ou un autre ces 900 euros dans une banque B. Donc ça c'est la banque A. La banque B reçoit les 900 euros, en place 90 en réserve, 810 sont disponibles pour un prêt, nouveau prêt, 810 euros dans l'économie, et ainsi de suite. Ok, excès de réserve, donc les 810 euros arrivent à la banque C, elle en place 10% conformément à ses réserves fractionnaires, elle en place donc 81 euros sur son compte de réserve, et elle peut balancer l'excès de réserve dans l'économie, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Normalement, la banque centrale est censée pouvoir contrôler la quantité totale de monnaie en circulation en contrôlant les 1 000 euros qui sont là. Parce que c'est ces 1 000 euros qui déterminent quand même, globalement, le montant total des prêts qui pourraient être accordés. Ok. On verra qu'après, en fait, le montant de monnaie centrale qui est disponible pour les banques est tel qu'en fait, la quantité de crédit qu'elles peuvent accorder est en fait uniquement limitée par la demande de l'économie réelle. Tellement elles ont à disposition de monnaie centrale en fait. Et ça on verra ça après. Donc le système en théorie est censé fonctionner comme ça. Donc si on considère que le système fonctionne comme ça, effectivement, en théorie la banque centrale a un contrôle sur l'économie, puisque si elle décide de pas donner 1 000 euros mais donner 500, ça va tout de suite diviser la quantité de crédit qui est disponible. Ici on pourra plus mettre que 50 en réserve, elle pourra plus prêter 450 et ainsi de suite. Ok. Voilà. Donc ça c'est comment au moyen d'injection de liquidité ou d'injection de monnaie centrale, la banque centrale est censée pouvoir réguler les crédits accordés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est l'effet multiplicateur dû au système de réserve fractionnaire. Ok. Voilà. Alors, les avantages de ce système, les avantages que moi je considère comme réels. Après on verra qu'il y a des avantages que les économistes mettre en avant et que moi je considère plus comme discutable. Donc les avantages réels, c'est vrai que ça permet de financer efficacement une certaine activité économique, c'est-à-dire toute activité économique rentable de manière comptable, on va dire. Donc qui pourra rembourser facilement ses dettes. Donc il y a quand même un financement efficace de l'économie, ça c'est clair. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore qu'on verra qu'en 2008-2009, les crédits se sont fortement réduits et qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là. Mais bon, de façon globale, normalement, ce système permet de financer efficacement l'activité économique. Il permet une décentralisation de l'activité de création monétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que un seul acteur économique, une seule banque centrale,
qui est capable de créer de la monnaie, mais qu'en fait, grâce au réseau de banques commerciales, n'importe quel acteur économique qui en a besoin peut essayer de se fournir en monnaie et lancer un projet économique. Donc ça permet une décentralisation vraiment de l'activité monétaire, de création monétaire. Donc ça permet le financement encore plus efficace de l'économie. Okay, et ça a aussi un effet de rationaliser le marché de la dette des États, c'est-à-dire que comme les États peuvent plus forcément emprunter directement auprès de leur banque centrale, eh bien la valeur des titres d'État est un peu mieux contrôlée, parce que si jamais les États pouvaient à la fois émettre des titres à destination des banques ou à destination d'autres acteurs économiques, et à la fois faire fonctionner entre guillemets, je mets entre guillemets, mais la planche à billets, la valeur des titres serait soumise aux fluctuations du bon vouloir de l'État. Donc interdire ça a permis de rationaliser le marché de la dette des États, très clairement. C'est 1973, loi Rothschild-Pompidou, entre autres, en France. Traité de Lisbonne pour l'Europe, etc., etc. Les avantages théoriques, que personnellement par contre je trouve beaucoup plus discutables. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont présentés comme des vrais avantages. Moi je les qualifierais de théoriques parce que ils sont très très discutables. Maîtrise de l'inflation, on verra que c'est très très discutable. C'est-à-dire que en fait, selon donc ça c'est la théorie, on va dire quantitative de la monnaie, les théories monétaristes, etc. Monétaristes étant plus anciennes, l'inflation serait un phénomène purement et uniquement monétaire. C'est-à-dire que si la quantité de monnaie dans le système augmente, les prix augmentent. Voilà. Donc, sauf si l'augmentation de la quantité de monnaie est liée à une augmentation de la valeur globale de l'économie. Autrement dit, une croissance économique. Ok ? Si vous avez, cette théorie considère que si vous avez une économie qui vaut 1000 euros dans son ensemble, ok, et qui a 1000 euros de monnaie en circulation, c'est bon. Si jamais l'année d'après il y a une croissance et que votre économie elle vaut 1100 euros par exemple, 10% de croissance, ça fait rêver. Elle vaut 1100 euros, il faudra que, donc la valeur de l'économie, il faudra que vous ayez en monnaie en circulation 1100 euros aussi. Okay. Si jamais vous êtes à 1200 euros de monnaie en circulation parce qu'il y a eu trop de création monétaire, cette théorie considère qu'il y aura une inflation. Okay. Parce qu'il y a trop d'argent pour la valeur. Okay. On verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que le lien entre masse monétaire et inflation, même s'il existe, il est au mieux partiel et qu'il y a des facteurs qui, à mon sens, contribuent beaucoup plus à l'inflation que à la politique monétaire de la Banque centrale. Donc la maîtrise de l'inflation, on va voir que c'est vraiment quelque chose qui est quand même pas forcément atteint par ce système, en tout cas pas comme ça. Ce système est censé lutter contre les excès supposés des États. On en reparlera de ça. Donc éviter que les États puissent faire des dépenses inconsidérées et imprimer de la monnaie de manière inconsidérée. Alors, déjà un premier élément, il faut savoir que ce qui a toujours généralement conduit les États à faire des excès importants, ce sont les guerres. C'est les périodes où ils ont fait le plus d'excès, systématiquement, pour financer des guerres. Il n'y en a pas eu depuis un bout de temps dans les pays civilisés, en tout cas des grosses guerres. Donc on verra que déjà, franchement, les excès des États, ils sont plus virtuel que réel, et on verra que c'est vraiment la structure du marché structure de la création monétaire qui les met en difficulté actuellement, principalement, et non leurs excès supposés. Voilà, et en théorie, ce système garantit un contrôle de la masse monétaire globale par la Banque centrale, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que elle peut contrôler le montant qu'elle injecte dans le système, et via le système des réserves fractionnaires, elle contrôle donc le crédit accordé. Ok ? Alors, l'inflation, donc c'est l'augmentation des prix sans croissance. Dans les théories monétaristes, elle serait principalement liée à la masse d'argent en circulation, c'est ce que je vous disais. Donc, la Banque centrale qui contrôle cette masse monétaire, qui est censée la contrôler, contrôlerait par là même l'inflation. C'est le leitmotiv de la BCE, notamment la BCE. Alors le problème, c'est que effectivement, pour moi, en tout cas et pour beaucoup d'économistes, l'inflation c'est surtout et aussi un problème d'offre et de demande. Exemple, les chocs pétroliers. Exemple classique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'inflation simplement parce qu'un produit très important à base de l'économie devient plus rare et plus cher. Et là, vous allez avoir de l'inflation. C'est impossible autrement. Quand c'est un produit de base sur lequel repose toute l'économie, vous allez forcément avoir un phénomène inflationniste. Il n'y a pas le choix. Et dans les faits, le contrôle réel de l'inflation, on va voir que dans les années 70-80,
Donc les politiques monétaires n'ont pas réussi à contrôler l'inflation vraiment des prix à la consommation, à cause des chocs pétroliers principalement. Et on verra qu'ensuite, dans les années 90 jusqu'à maintenant, j'ai que des stats jusqu'à 2010, donc on va mettre 2010. Dans les années 90 jusqu'à maintenant, il y a eu un contrôle de l'inflation, donc au niveau des prix à la consommation, qui est bon. Par contre, on verra que l'immobilier, par exemple, et les actifs financiers dans leur ensemble ont complètement échappé au contrôle. Donc en fait, il y a de l'inflation, elle est simplement pas au même endroit. Alors, déflateur du PIB, qui est donc une autre façon de mesurer l'inflation, qui est très très proche des prix à la consommation. En général, donne des valeurs assez proches. Les données viennent de la Banque mondiale via le Google Data Explorer, vous pourrez vérifier vous-même. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Paf. Ok, 1, 2, les chocs pétroliers. Ok, le système, début des années 70, mise en place du système actuel avec les États qui n'ont plus le droit d'injecter de l'argent dans le système, et soi-disant que ça garantissait le fait qu'il n'y aurait pas d'inflation. On voit très bien que ça n'a pas été le cas. Ok. Ensuite, les chocs pétroliers se sont calmés. Il y a eu vraiment des politiques pour essayer de contrôler l'inflation. On est arrivé à un contrôle qui paraît pas trop mauvais. Il faut bien voir que donc dans les prix à la consommation, c'est vrai, il y a eu passé les années 85 un contrôle assez bon de l'inflation. Sauf que voilà, ça c'est l'immobilier en France. Il a pris le relais et en fait ça c'est super inflationniste. On pourra pas dire le contraire. On est eu à presque x3 en France métropolitaine, donc je vous parle même pas de Paris. Si vous regardez les marchés immobiliers des USA, c'était encore pire jusqu'en 2006, moitié 2006. Après ça s'est cassé la figure à cause de la crise des subprimes. Mais vous avez eu une inflation qui était colossale, qui n'est pas forcément pris en compte dans l'index des prix à la consommation et qui est pourtant réelle. Donc ça c'est la croissance du produit intérieur brut. Je vous demande de regarder principalement donc des États-Unis pour voir un autre type d'inflation qui est rarement pris en compte mais qui est pourtant réel et qui prouve bien qu'il y a une croissance de la masse monétaire qui est bien supérieure à ce qui veut bien être admis. Années 90, années 2000, regardez à peu près le PIB, ok, croissance du PIB, et maintenant regardez la croissance du S&P. Donc c'est sans appel. Complètement explosé. Ici vous avez une bulle monstrueuse, qui ne peut être construite que s'il y a de la liquidité abondante dans le système. Ok. Donc la théorie comme quoi le système actuel permet de contrôler l'inflation est au mieux approximative. On voit très très bien que y a des bulles qui se créent dans certains secteurs de l'économie. Alors c'est pas forcément les prix à la consommation, c'est beaucoup l'immobilier, beaucoup les actifs financiers, même si ça s'est un peu rectifié par la suite, etc., etc. Donc pour moi, en tout cas, la véritable nature de l'inflation, elle n'est pas uniquement monétaire. Elle est aussi liée à l'offre et de la demande. Elle est liée à des bulles aussi, des modes. Il y a aussi une politique de marge, des teneurs de marché sur les produits essentiels. C'est clair que si sur des produits essentiels, par exemple le pétrole, les politiques des producteurs ou des intermédiaires, tout ça change, ça va conduire à de l'inflation, c'est obligé. Voilà. Donc, et surtout cette histoire d'offre et demande, surtout quand c'est pour des produits de base de l'économie, forcément, la masse monétaire là-dedans, elle n'a pas grand-chose à voir. Ok. Ensuite, c'est un que j'aurais dû mettre ici. Donc la vitesse de circulation de la monnaie est le même facteur d'inflation, c'est-à-dire que si vous faites circuler la monnaie plus vite, vous augmentez quelque part la demande. Si vous augmentez la demande trop fort, vous allez faire monter les prix. Ok, c'est le syndrome. Ça peut aboutir jusqu'à de l'hyperinflation. L'hyperinflation, c'est aussi ça, surtout. L'hyperinflation est possible sans création monétaire nette, c'est-à-dire que si la vitesse de circulation de la monnaie augmente énormément, c'est comme s'il y avait plus de monnaie en circulation, en fait. Donc cette histoire de réguler l'inflation uniquement par la masse monétaire, c'est faux. C'est totalement faux. La masse monétaire n'étant qu'un élément parmi plein d'autres et ne garantissant aucun contrôle complet sur l'inflation. On l'a vu à cause des prix de l'immobilier et des actifs financiers. La Banque centrale n'a pas un contrôle absolu sur l'inflation. Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu les deux chocs pétroliers, il n'y aurait pas eu cette inflation des prix immobiliers, etc., etc.
Donc voilà. L'inflation étant aussi un phénomène qui a tendance à qui peut devenir exponentiel en cas de crise inflationniste, il y a une peur assez irrationnelle du phénomène, notamment auprès des banquiers et des banquiers centraux, on va voir pourquoi. Alors, les avantages de l'inflation, on n'en a jamais parlé, tout le monde présente l'inflation comme quelque chose d'extrêmement négatif, il faut quand même garder à l'esprit que même si elle a des avantages, elle a aussi quelques avantages. Elle nivelle le niveau relatif des dettes, en ce moment on en aurait bien besoin. C'est-à-dire que si les prix de tout augmentent, s'il y a de l'inflation, le niveau des dettes que vous avez contractées, même s'il est en valeur absolue le même, ok, en valeur relative par rapport au reste de l'économie, il descend. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'inflation détruit clairement la valeur du capital. Le capital qui est stocké, que ce soit en épargne ou la monnaie centrale des banques, est détruite par l'inflation. Sa valeur est détruite puisque sa valeur relative baisse. Ça paraît logique pour tout le monde. Si les salaires suivent l'inflation, le pouvoir d'achat peut augmenter même en période d'inflation par effet de nivellement des emprunts qui pèsent, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises. C'est-à-dire que même si vous avez de l'inflation, donc les prix montent. Au bout d'un moment, les salaires suivent. Ok, vous avez un deuxième tour d'inflation qui refont monter un petit peu les prix. Ok, un peu moins fort que le premier peut-être. Deuxième tour d'inflation, là vous vous dites le pouvoir d'achat a peut-être diminué. Peut-être. Sauf que pendant ce temps-là, les emprunts qui pèsent sur tout le monde, eux, en valeur absolue, ils ont vraiment baissé. Ok. Donc au final, même si les prix ont un peu augmenté par rapport au salaire, le salaire effectif, le pouvoir d'achat, lui a augmenté. Important de comprendre que l'inflation a certains avantages. Alors, l'histoire des excès des États. Donc la loi de 73 ou d'autres lois équivalentes, le traité de Lisbonne notamment, est censé permettre de réguler les excès des États. Ok. Ça c'est une courbe qui est très très intéressante, qui vous montre le solde primaire donc des administrations publiques en France, de toutes les administrations publiques. Le solde primaire donc avant les intérêts sur la dette. Très important. Ok, avant les intérêts. Qu'est-ce qu'on observe? Ici, vous avez la crise des subprimes 2008. Là, on observe que ça a vraiment fait mal. L'État a été obligé de s'endetter, mais bien violemment, et de passer en situation très déficitaire pour arriver à soutenir comme il pouvait son économie pour pas que le système implose. Ok. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que l'État qui est considéré, même l'État français, qui est considéré comme un des plus dépensiers du monde, et un des pires. Mais on s'aperçoit que le solde global, si vous regardez sur 10 ans, ou 15 ans, il est quasiment équilibré, quoi. Faites le calcul vous-même, vous verrez que le solde global, il est équilibré, ou quasiment équilibré. Donc, ces histoires d'excès des États, alors vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'ils sont pris à la gorge par les taux d'intérêt qui font pas d'excès. Je suis pas sûr, honnêtement, je suis vraiment pas sûr. On va voir que les banques ont commis des excès monstrueux dans la création monétaire et je pense pas que les États seraient allés aussi loin de là. Un bon exemple, c'est la santé. La santé elle est publique dans beaucoup de pays européens, elle est privée aux USA et ça change rien au coût ni au niveau d'endettement des États, ok, ni au niveau d'endettement global du système. Donc ces histoires que la création monétaire serait pire quand elle passe par les États que quand elle passe par les entreprises et par les banques privées, ça reste vraiment à prouver. C'est une bêtise. Alors, il y a encore quelques pays avec une dette encore saine, certes. Généralement, leur commerce extérieur est excédentaire. Et donc, leur excédent est une dette dans un pays importateur. On verra ça, c'est notamment le cas des pays qui fournissent beaucoup de matières premières. Les autres désavantages du système de création monétaire par le crédit. On verra après l'explication des moyens de contrôle par les banques centrales. On verra tous les désavantages que ça a. Et on peut déjà parler des problèmes de lag. C'est-à-dire ce que j'appelle le lag en matière de création monétaire. C'est-à-dire que si la banque centrale investit 1000 € en monnaie centrale pour relancer l'économie, il n'y a aucune assurance que les banques vont accorder rapidement les 10 000 € de prêt auxquels on aura le droit avec l'effet multiplicateur. Ok, ça veut dire que si ça se trouve, elles vont en accorder que, mettons, 5 000. La banque centrale va un petit peu paniquer, va renvoyer 1000 de plus en se disant que la relance n'est pas assez forte. Ok, et d'un seul coup, les 15 000 vont sortir. Les 5 000 qui restaient en réserve ici, plus les 10 000 nouveaux qu'elle a autorisés en rajoutant de nouveaux 1000 € de monnaie centrale, d'un seul coup les 15 000 vont partir.
et elle va se retrouver avec 2 fois plus de monnaie dans le circuit que ce qu'elle avait prévu au départ. Donc ça, c'est les phénomènes de lag qui peuvent rendre compliqué la régulation, en supposant qu'elle ait encore le contrôle, même si elle avait encore le contrôle absolu sur la masse monétaire en circulation. Ces phénomènes de lag rendent très très compliqué de gérer vraiment la masse de monnaie en circulation dans le pays uniquement au moyen de cet effet multiplicateur. Ok. Les critères d'attribution de crédit jouent beaucoup, et la façon dont les banques vont donc dispatcher le crédit qu'elles ont le droit de dispatcher. Quand elles sont frileuses, elles vont le distribuer uniquement aux États, par exemple, et elles vont serrer les crédits aux entreprises, ce qui n'est pas forcément bon pour l'activité économique. Tout le monde y conviendra. Voilà, il y a aussi des voies de garage en épargne qui font que il y a de l'argent qui finit à ne plus travailler et qui ne sert en gros à rien pour le système économique. Et pourtant, il vient d'une dette au départ. Alors, donc, nous voilà arrivés aux méthodes de contrôle des banques centrales. Et donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Parce que là, je m'aperçois que la vidéo commence déjà à être longue. Donc voilà, je projette de faire donc sur ce thème en tout 4 vidéos. Donc la première, vous l'avez, avec l'introduction plus le système lui-même, le système de création monétaire par le crédit. La deuxième vidéo, c'est celle que je ferai la semaine prochaine, donc c'est sur les méthodes que les banques centrales sont censées avoir à disposition pour contrôler la masse monétaire, et on verra comment les banques ont contourné le problème et la situation à laquelle on en est aujourd'hui d'un point de vue uniquement monétaire. 3. La troisième vidéo, ce sera les conséquences de tout ça sur l'économie réelle et la crise actuelle. Ok. Et 4, ce sera un peu une conclusion de tout ça et un point de vue un petit peu plus personnel peut-être sur la situation. Je parlerai peut-être aussi des QE, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, et est-ce que le système est tenable ou pas. Enfin, on verra, on en reparlera dans la conclusion. Donc voilà, donc cette semaine celle-là, la semaine prochaine, et je pense que j'en ferai une par semaine. Voilà, j'espère que ça aide et je vous souhaite à tous donc une très très bonne fin de week-end. Bye bye.